bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de Keep Art In, spécial jazz. Et je suis très heureux de recevoir Christophe Panzani, saxophoniste, musicien de jazz. Et après, on va découvrir ensemble sa carrière. Et d'ailleurs, ce sera la première question. Christophe, je suis très heureux de te recevoir. Et puis voilà, j'aimerais bien que tu te présentes. Bonjour, je suis super heureux de participer à ce podcast et de passer après Bruno, qui est un ami très cher à moi. Euh, pour me présenter très rapidement, je suis saxophoniste, c'est mon instrument principal, celui par lequel je m'exprime. Je suis compositeur. Euh, Surtout pour mes projets, hein, j'écris surtout la musique que je joue, et arrangeur aussi pour beaucoup d'artistes de pas mal de styles différents. Moi, la musique que j'écris, elle est plus inscrite dans quelque chose de assez large qui maintenant qui s'appelle encore le jazz. Mais je participe avec je travaille avec beaucoup d'artistes de hip-hop, de musique plus électronique, de pop, voilà, en tant qu'arrangeur ou musicien pour eux. Qu'est-ce que le jazz d'après toi? Alors, il y a beaucoup de manières de le définir. La première, ça serait peut-être la manière historique, quoi. Répondre à la question sous un angle historique, c'est une musique afro-américaine, donc qui est vraiment née sur la terre américaine, et qui est vraiment le fruit de l'esclavage, en fait, en tout cas du déplacement des populations africaines qui se sont retrouvées là aux États-Unis et qui ont vraiment fabriqué une musique qui existait nulle part ailleurs et qui l'ont fabriquée sur ce sol-là, par leur histoire et par le mélange de toute enfin, tout ce qu'ils ont vécu, et tout ce qu'ils ont transporté avec eux et tout ce qu'ils ont inventé sur place. C'est un peu un grand mélange de plein de choses culturelles, qui soient les musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et ce qu'ils ont trouvé sur place et ce qu'ils ont, voilà, inventé, fabriqué sur place, en fabriquant des instruments aussi, en reprenant des instruments qui existaient déjà. Mais par exemple, la batterie, c'est vraiment un instrument qui existe grâce au jazz, qui a été fabriqué par la musique et les musiciens qui ont inventé cette musique. Euh, Après, entre le début de cette musique-là, qui est vraiment au début du XXe siècle, hein, fin du XIXe et début du XXe siècle, après, cette musique, elle s'est mélangée, elle a continué, en fait, de se, de se transformer. En fait, c'est vraiment une musique transformative. Prouve-moi que la démocratie est la solution. Donne-moi une bonne raison d'aller voter. Donne-moi une bonne raison de croire que tu me représentes. Donne-moi une bonne raison de croire que c'est la manière de changer les choses. Prouve-le. Quand on choisit un instrument à souffle, franchement, on choisit par la facilité. Est-ce que c'est vrai? Euh, Pas forcément, parce que je crois qu'il n'y a aucun instrument qui est facile déjà, parce que tous les instruments, ils demandent ils demandent une pratique régulière, ils demandent un apprentissage qui n'est pas évident. Et en même temps, souvent, il y a l'apprentissage de la musique et en même temps l'apprentissage de l'instrument, donc souvent ça fait beaucoup de choses à incorporer, à ingurgiter. Mais les instruments à vent, comme on dit, à souffle,
sont pas plus difficiles que les autres. Il y en a qui sont plus physiques, il y en a qui sont plus... en fait, chaque instrument est physique déjà, parce que chaque instrument est manipulé physiquement, qu'on souffle dedans ou ça soit un instrument à cordes ou à clavier ou à percussion. C'est le corps du musicien qui fabrique le son. Donc tous les instruments sont difficiles et il n'y a pas vraiment d'instruments plus faciles que d'autres. Il n'y a pas de malédiction liée aux instruments avant. Christophe, quelles sont tes influences? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Qu'est-ce que tu as écouté? Ce que j'aime écouter, je crois qu'on a l'habitude souvent de répondre à cette question par ouais, moi j'aime toutes les musiques, j'écoute beaucoup de musique. En fait, je crois que je suis finalement assez sélectif sur la musique que j'écoute. D'une part parce que j'ai pas beaucoup de temps pour en écouter maintenant. En fait, mais avant, déjà j'ai grandi en écoutant la musique qu'écoutait mon père déjà en premier. Donc c'était la musique de variété italienne parce que mon père est italien. La musique de variété italienne et la musique de grande variété française. Et quand j'étais petit, c'était vraiment Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, voilà, c'était ça qu'il y avait à la maison. Ensuite, moi, après, les premières choses que j'ai écoutées à moi, j'ai eu de la chance j'étais dans un petit village dans les montagnes, dans les Alpes, et dans la petite école de musique où j'apprenais la musique, chaque année, c'est que si on travaillait bien, on avait des cadeaux à la fin de l'année. Et moi, comme je faisais du saxophone, on m'offrait des disques avec du saxophone dessus, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, la première musique que j'ai écoutée à moi, c'était du jazz. Donc moi, les premiers trucs que j'ai écoutés, c'était Sidney Bechet, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Duke Ellington. Voilà. Ça, c'était... Et comme on n'avait pas d'argent, même mes parents, ils pouvaient pas m'offrir des disques, quoi, ou des cassettes à l'époque. Donc pendant longtemps, j'avais genre 4 disques, quoi. The Hawk Flies High, Horns de Sonny Rollins. Après Duke Ellington, c'était une compilation sur certaines années, donc c'était des années en big band dans les années 50. Et puis Sidney Bechet, c'était un disque genre Louisiana, je sais pas quoi. Pareil, on voyait un bateau sur les Mississippi là. Et j'écoutais ça tout le temps. Voilà. Donc tu les as pas seulement écoutés, peut-être tu les as assimilés. Je pense oui. Oui, absolument. Oui. Ils sont restés coincés quelque part. Ah oui. Je vais te poser une question par rapport aux inconnus. J'aime bien leur sketch. Qu'est-ce que le bon jazz et qu'est-ce que le mauvais jazz? Disons que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec il a la guitare, il est sur scène, il crache, mais... Alors là, je pourrais faire une réponse comme les inconnus, quoi. Le bon jazz, c'est le jazz qui fait... Bon, il y a le mauvais jazz qui fait... Mais c'est le mauvais jazz, quoi, tu vois, c'est... Non, le bon parce... jazz, quoi, ça fait... Ça, c'est le bon jazz.
ça sert à rien d'essayer de comprendre. La musique, elle n'est pas faite pour comprendre. Elle n'est pas faite pour être comprise. La musique, elle est faite pour être ressentie. Oui. Et en fait, comme tout art, il est fait pour être ressenti, pas pour être compris. Moi, j'ai pas besoin qu'on comprenne ce que je transmets dans ma musique. Là où ce qui me fait plaisir, je voudrais juste que les gens ressentent quelque chose quand ils écoutent ma musique. Que ça leur fasse peur, que ça les mette mal à l'aise, qu'ils détestent absolument. Pour moi, c'est génial. Je veux dire, je sais pas ce que je cherche, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est transmis à l'intérieur de la musique. Alors pour moi, pour répondre à ta question des inconnus, la musique de jazz qui est le bon jazz ou le mauvais jazz, bon, même si on ne pose pas la question comme ça, mais en tout cas, il y a une musique qui provoque des émotions et il y a une musique qui ne provoque pas d'émotions. Et pour moi, la musique, moi, qui m'intéresse et qui me touche, c'est vers celle-là que je vais aller. Si j'ai pas la chair de poule ou les larmes aux yeux, ou si ça me donne pas de l'énergie ou envie de bouger ou de faire quelque chose, si c'est une musique qui me laisse complètement indifférent, je vais pas aller vers celle-là. Bruno me l'a dit d'ailleurs et c'est génial. Il m'a dit que voilà, Christophe prépare un nouvel album qui va sortir bientôt. J'aimerais bien que tu m'en parles. Est-ce qu'il va dans la même direction que les autres? Est-ce que c'est une nouvelle expérience différente? Est-ce que c'est une nouvelle proposition musicale? Alors, il y a un contexte très particulier pour cet album, mais c'est la première fois dans ma vie que ça se passe comme ça. C'est que j'ai perdu ma maman il y a quelques années, il y a 2 ans et demi en fait. Et cette musique, je l'ai écrite au moment où elle était très malade et où elle a commencé à perdre le langage. Elle pouvait plus parler, mais elle pouvait plus non plus comprendre le langage lui-même articulé. Et donc ça veut dire qu'elle pouvait pas non plus écrire, même si de manière motrice, elle aurait pu, mais voilà, elle perdait le langage. Donc, et à un moment, elle a décidé d'arrêter les traitements parce que voilà, c'était trop dur. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais plus échanger avec elle et qu'il nous restait un temps donné qui n'était pas infini. Et que dans ce temps-là, j'allais plus pouvoir lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Et donc au début, ça m'a vraiment très attristé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'est comme si, à un moment, j'ai juste réalisé que tout ce que je faisais dans ma vie de musicien, c'était que ça, c'était que de transmettre des choses sans la parole, quoi. Donc j'ai juste pris conscience que, ah bah oui, mais en fait, je fais que ça tous les jours, moi, d'essayer de transmettre quelque chose à travers la musique sans qu'il y ait de paroles, parce que moi, je suis pas chanteur, j'écris pas des chansons avec des textes, donc, mais par contre, j'essaye de transmettre quelque chose. Donc, d'un seul coup, j'étais libéré de ça, parce que je me suis dit, si, je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire, et tout ce que je veux lui dire avant qu'elle parte. Donc j'ai commencé à écrire de la musique, mais j'ai pas écrit avec des portées, des machins. Non, c'est spontanément. J'avais un petit clavier là où j'étais, parce qu'en plus j'étais loin d'elle, donc je pouvais pas. C'était à distance. Donc j'ai commencé à enregistrer plein de musique
et que j'ai envoyé à mon père pour qu'il lui fasse écouter. Je me suis dit, cette musique-là, la question c'était, est-ce que c'était que pour ma mère ou est-ce que cette musique, elle peut toucher d'autres gens, quoi. Et en fait, il se trouve que, tristement, beaucoup d'amis à moi ont perdu leur mère dans cette période-là. Et donc, non, je me suis dit, non, c'est pas que pour moi, quoi. C'est pas que pour ma mère, ça parle à d'autres gens, c'est l'histoire de tellement de gens. Donc voilà, j'ai décidé que ça deviendrait un album. Et ensuite, donc, la musique, c'était la même, sauf que j'ai eu envie de la faire avec d'autres gens, pas juste moi, parce que moi, je suis pas pianiste, je suis pas, voilà, je suis que saxophoniste, donc j'ai enregistré avec d'autres gens. Et là, j'ai voulu que ça soit quelque chose de différent de ce que j'avais fait jusqu'à là. Mes albums précédents, ils étaient très acoustiques, ils étaient très... j'ai fait 2 albums avec juste du piano et du saxophone, et donc là, je voulais d'autres choses. Et il y avait un élément notamment que j'ai fait, qui est arrivé comme ça, c'est que j'ai fait beaucoup de choses seul, donc, parce que ça correspondait aussi au Covid et tout ça, donc on était beaucoup seuls. Et donc j'ai fait beaucoup de... En fait, j'ai utilisé beaucoup l'élément rythmique, il était très électronique. Parce que j'avais pas de batterie, je joue pas de batterie, je joue pas de percussion, donc je pouvais pas enregistrer quelque chose d'acoustique. Donc le seul moyen que j'avais, c'était d'utiliser des sons électroniques pour faire tout ce qui était rythmique. Et donc il y a beaucoup des morceaux qui sont... Après, j'ai fait enregistrer des batteurs, 2 batteurs assez différents et super. Mais j'ai gardé l'élément électronique dans pas mal de morceaux. Soit c'est mélangé avec la batterie, soit il y a carrément que ce que j'ai fabriqué au niveau rythmique électronique. Donc il y a un côté très acoustique, de saxophone, du piano. C'est quand même la base, c'est beaucoup de saxophone, de piano. Mais il y a aussi beaucoup de synthé un peu vintage avec des sons très travaillés et aussi l'élément, voilà, un peu de musique électronique. L'album a un titre? L'album s'appelle Mer, comme la maman, quoi, les mamans au pluriel, mer et océan. Par rapport à ça, comment on choisit ses compagnons d'album? Comment on choisit Comment ça se passe? Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que parce qu'on a envie de s'aventurer, d'essayer autre chose? Est-ce que parce que pendant le processus d'écriture, on se dit, tiens, j'entends le piano de cet artiste? Ouais, alors, c'est une super question. En général... il n'y a pas d'en général en fait.
mes précédents albums, j'essayais vraiment d'écrire la musique en pensant à certaines personnes. Ou alors quand j'écrivais un morceau, je me rendais compte que ça serait super de le jouer avec telle ou telle personne. Pour celui-là, c'était vraiment pas le cas parce que j'étais tout seul et donc j'ai écrit cette musique seul. Mais ensuite, au moment de la jouer, bien sûr, c'est par affinité. D'un côté, l'affinité de cœur, c'est-à-dire mon premier choix, ça a été un de mes meilleurs amis qui est vraiment la personne avec qui je fais le plus de musique récemment, qui s'appelle Tony Pellman, qui est un musicien incroyable qui joue du piano et de tous les claviers, tout ça. Et ensuite, ce que tu disais dans ta question, qui est super bien, c'est oui, il y a quelque chose. J'avais aussi une volonté un peu aventureuse, c'est-à-dire d'enregistrer avec des gens avec qui j'avais jamais enregistré. Donc il y a en fait 3 du coup, mais il y a Enzo Carniel qui est un pianiste aussi, dont j'ai adoré les albums en fait. Et j'avais envie, voilà, je trouvais qu'on avait quelque chose de commun dans les univers, et en tout cas moi quelque chose que j'aimais bien dans son univers à lui et que je trouvais qui se prêtait bien à ma musique. Et Guillaume Flouza, qui est un super batteur, jeune batteur parisien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais dans le sens de pratiquer la musique, apprendre, découvrir, jouer, parce qu'il a fait ses études aussi à New York pendant plusieurs années. Et voilà, et un autre batteur qui s'appelle Antoine Pierre, qui est à Bruxelles, qui est belge. Et lui, j'ai adoré son projet, il a un projet en solo qui s'appelle Vague, V-A-A-G-U-E, et qui fait un projet solo batterie, mais avec la batterie, elle est vraiment utilisée comme beaucoup d'instruments différents. Avec sa batterie, il peut jouer de plein d'instruments, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai mis tous ces gens ensemble pour faire ce disque. Super. Dans la littérature, on parle du syndrome de la page blanche. Est-ce que ça peut arriver à un musicien? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas être inspiré, d'être en panne, voilà, d'écriture, de création? Oui, bien sûr, ça arrive. J'imagine que ça arrive à tout le monde. Euh, en fait, euh, si on me demande maintenant écris quelque chose, je sais pas si je vais y arriver, par exemple. Le En surcommande. fait, si c'est si c'est sur demande, si c'est à la commande, c'est très très dur. Par contre, les moments d'inspiration, on essaye de les. Enfin, je dis on parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. On essaye de les. Vous exploitez? Oui, de les exploiter. C'est-à-dire maintenant, avec les moyens modernes qu'on a, un téléphone, il peut enregistrer. Donc très souvent, enfin, on est beaucoup à faire ça. Enfin, peut-être la plupart, hein, on enregistre, soit on chante, soit on joue vite fait dans le mémo audio du téléphone. Et ensuite, on pioche là-dedans quand on a besoin, envie ou du temps juste pour s'y remettre. Voilà. Alors après, il y a des choses qui mènent à nulle part. Alors là, voilà, parce qu'on a eu une idée à un moment donné, et après, quand on réécoute, je vois pas vraiment ce que je peux faire avec ça. Ou alors même, des fois, c'est très court, donc comment est-ce qu'on fait pour développer ça? Des fois, ça mène nulle part, et puis des fois, ça mène à des choses qu'on va aimer et qu'on va garder, quoi. Cette citation définit le jazz comme c'est une musique en même temps, éphémère et éternelle. Elle est éternelle parce que c'est la même mélodie, mais elle est éphémère parce que quand on est dans un live, on va jamais la rejouer pareil. Et par rapport à ça, je voudrais savoir, selon toi, qu'est-ce qu'un live réussi? Parce que parfois, j'ai assisté à quelques spectacles où les
jazzmen, musiciens, ne sortent pas trop satisfaits. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est eux? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et en opposé, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux d'avoir joué, on sort bien, euphorique même, etc. Ouais, c'est une super question. C'est vrai qu'il y a une espèce de syndrome de la... C'est pas de la tristesse, mais c'est le syndrome de l'auto-échec, quoi. De la déception? Ouais, le syndrome de la déception du jazzman. Je crois que ça, c'est culturel aussi. C'est quelque chose de culturel qui se transmet à l'intérieur du jazz. C'est-à-dire que tu sors d'un concert et il y en a toujours un qui est dégoûté. Ah non, mais oh non, j'ai trop mal joué. Ah là là, j'y arrivais pas. Non, mais je suis Donc trop nul. Enfin, donc c'est pire qu'un match de foot. C'est la même ambiance. Il y a peut-être le même syndrome du truc. Mais parce qu'en fait, il y a les références et les référents sont très très hauts. C'est-à-dire que tous les musiciens de jazz ont étudié les grands, en fait. On étudie les génies de cette musique. On va étudier Charlie Parker, on va étudier John Coltrane, on va étudier Keith Jarrett, on va étudier Herbie Hancock, Wayne Shorter, enfin tout. C'est eux qui vont faire notre référence et ce qu'on va avoir en tête, c'est les grands disques, les grands machins. Et ensuite, quand nous, on est en train de jouer ce truc-là, bien sûr, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, il y a une espèce d'insatisfaction perpétuelle parce que qu'est-ce qu'on recherche? Et j'ai l'impression que il y a une quête en fait, il y a une vraie quête, et c'est ce que je trouve qui est magnifique dans cette musique. Et quand on lit des interviews d'époque de beaucoup de ces musiciens, j'ai en tête un livre qui s'appelle Coltrane on Coltrane, qui est la somme de toutes les interviews à ce jour en tout cas, et c'est tout classé de manière chronologique dans sa vie, et on voit que il y a une quête je pense il y a une quête de justesse finalement, il y a une quête de perfection du moment. Il y a de l'éphémère, oui, c'est complètement éphémère parce que c'est une musique du moment en fait, parce qu'il y a énormément d'improvisation, donc c'est une musique où il faut être juste à un moment donné entre ce qu'on est en train d'exprimer, la manière de l'exprimer sur l'instrument, l'endroit dans lequel on est, les gens qui sont en train de recevoir ça ou pas. Et en fait, il y a une espèce d'adéquation entre comment on se sent, comment on est avec son instrument, comment on est avec les autres sur scène, comment chacun est avec soi-même à ce moment-là, et quelle journée on a eu, comment on est arrivé là où on est, comment on a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on n'a pas bu, qui sont les gens qui sont devant nous, comment ils nous écoutent, quelle est la parole que quelqu'un nous a dit à un moment donné qui nous a fait douter de quelque chose, le regard d'un des autres musiciens. Il y a tellement de choses qui font que... Il y a plein de paramètres. Au moment où on va jouer, ça va être juste, ça va être vraiment dans le moment, et que ça va vraiment exprimer quelque chose et que ça va vraiment toucher les gens. Donc il y a comme ça une communication non verbale qui fait que ça va être réussi ou pas, il va se passer quelque chose ou il va rien se passer en fait. Donc si j'essaie de faire un petit résumé, il faut que tous les paramètres soient parfaits pour que le concert, par conséquent, soit parfait aussi. Ouais, mais il n'y a pas de perfection. Justement, il n'y a pas. Oui, il y a pas. C'est inatteignable. C'est une recherche infinie, quoi, parce que... Oui. En fait, c'est ça, c'est une quête de l'infini. On sait qu'on n'y arrivera jamais, et en fait, c'est quelque chose qu'on va toujours... C'est une asymptote, quoi. On va toujours presque toucher, mais toujours vraiment tendre vers, mais on n'y arrivera jamais. Mais c'est pas grave, parce que c'est la quête qui compte.
qu'il y ait sur le podcast des novices qui regardent ou des petits curieux, qu'on salue d'ailleurs. Quel est, on va dire, ton conseil ou tes conseils pour qu'ils écoutent le jazz? Moi, je me rappelle une fois, un ami à moi m'a donné un album de 4Play. Bon, c'est un petit peu smooth, tu sais. Et il m'a dit, je te conseille de l'écouter la nuit quand, quand il y a un silence total. Tu vas mieux l'apprécier. Est-ce que c'est des méthodes qui marchent? Est-ce que tu as peut-être d'autres conseils à donner? Alors, c'est vrai que par exemple, en Inde, beaucoup de musique traditionnelle indienne, elles ont un moment. On joue pas n'importe quelle musique à n'importe quel moment. Il y a une musique du matin, une musique du soir, il y a une musique de l'été, il y a une musique de Pardon l'hiver. de t'interrompre, Christophe. En Algérie aussi, la musique arabo-andalouse, bon, on va pas partir dans c'est le même principe. Ah voilà, bah, D'ailleurs, c'est voilà, génial. chaque mot s'écoute à une heure bien précise. Et ben voilà, pour moi c'est pareil. Il y a des musiques que je peux écouter le matin, que j'aime bien, et il y a des musiques que je préfère écouter le soir. En fait, chaque moment a sa musique, mais sauf que c'est pas codifié dans le jazz, ça n'existe pas comme ça. Alors après, il y a des playlists dans Spotify, musique du soir, musique du matin, Oui, oui, oui. jazz du matin, jazz énergique, Non, chill jazz, machin, bon, il y a tout. c'était un Mais exemple. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est ta méthode. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, un novice, il va écouter pour la première fois, ou il a envie de découvrir cette musique, est-ce qu'on peut lui donner bon, un mot d'emploi pour démarrer ou pour apprécier? bah, déjà, moi, je dirais qu'il faut aller chercher chez les plus grands pour voir, euh, pour trouver l'essence, la, la- vraiment l'essence de cette musique. Euh, dans chaque musique, elle a ses grandes figures et que c'est toujours une porte universelle d'accès. C'est-à-dire, si on rentre par cette porte-là, peut-être que ça va nous ouvrir ou pas. Ou ça peut aussi, on passe cette porte-là, mais en fait, nous, ça nous donne pas l'accès. Ben, c'est pas grave. Mais au moins, on est passé par la vraie porte. C'est-à-dire, on a pris la grande avenue, le truc magnifique. Et là, on rentre dans la ville et on s'aperçoit que c'est pas notre truc. Ben, c'est pas grave, mais on a choisi le bon chemin pour y aller. Donc, je pense déjà qu'il faut choisir le chemin le plus beau. Euh, et, et, et donc, moi, je conseille. Alors après, ça dépend aussi des gens. Si on aime, par exemple, si on aime particulièrement un instrument, eh ben, on peut choisir. C'est ça qui est génial. Si on veut aller, on aime bien le saxophone, eh ben, moi, je conseillerais, on écoute John Coltrane et on écoute peut-être les disques les plus emblématiques. Parce que comme ça, on ne s'aventure pas à droite à gauche. S'ils sont emblématiques, c'est qu'ils ont touché le plus de gens. Donc, on prend Blue Train. Et on prend Crescent. Où on prend les albums les plus, voilà, qui sont emblématiques. Et si on aime la trompette, eh ben, on va écouter Miles Davis et on prend Kind of Blue. Et si on n'aime pas Kind of Blue, qu'on écoute le soir, alors celui-là c'est pour l'écouter le soir, Oui. on écoute le soir,
Voilà, on est tranquille, on a bien mangé, on a eu une belle journée, il fait chaud, mais en même temps pas trop chaud, et voilà, et on écoute Kind of Blue. Si on n'aime pas Kind of Blue, alors là, ça veut dire que déjà, tout cet univers-là, s'il ne nous touche pas, du coup, ça va être compliqué après pour continuer. Mais c'est bien, parce que si on n'aime pas cet album-là, moi je pense que c'est l'album celui qui donne la plus belle entrée dans cet univers. Kind of Blue de Miles Davis. Les vrais messages, c'est l'amour, la joie, la paix et la communication les uns avec les autres. Et la musique, c'est vraiment un magnifique moyen de relier les gens avec les autres, les gens les uns avec les autres, de passer à travers les cultures. C'est un moyen magnifique de passer à travers les générations, de relier différentes générations. C'est un moyen de communiquer aussi avec les générations d'avant. C'est un moyen d'apprendre la vie, c'est un moyen d'apprendre des belles valeurs, c'est un moyen d'apprendre la paix, c'est la pratique de la musique ou l'écoute de la musique, c'est de la méditation, et en même temps, c'est un moyen aussi d'exprimer de la rage, c'est un moyen de libérer des énergies moches. C'est un moyen de... C'est vrai, c'est un moyen de sortir les choses horribles qu'on a dans la tête, qu'on a dans le corps, c'est de les sortir comme ça, de les projeter à l'extérieur. De la plus belle des façons. De la plus belle des façons, peut-être. Ou ça peut être horrible à écouter, c'est pas grave. Nous, on les sort, et on les sort d'une manière non violente, finalement. Voilà. Le son, il peut être violent, mais n'empêche qu'il va faire du mal qu'aux oreilles. Et c'est pas très grave. Merci beaucoup, Christophe. Je te dis à bientôt et je te dis bonne réussite pour ton album. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir.